Professeur Gaillard, très heureux de vous accueillir. Professeur Gaillard est donc psychiatre. Il est chef de pôle à l'hôpital universitaire de psychiatrie à Sainte-Anne. C'est aussi et beaucoup un chercheur en neurosciences avec un parcours qui a commencé par l'École normale supérieure, un DEA, je crois, chez Stanislas Dehaene et une thèse de sciences, de neurosciences sous la direction de Lionel Nakache. Ça n'est pas que ça, manifestement, puisque c'est un écrivain et avec une reconnaissance, un livre, Un coup de hache dans la tête, qui a eu reçu le prix Jacques Fouchier de l'Académie française, et manifestement, ça a perduré, puisque professeur Gaillard a été élu à l'Académie, membre de l'Académie française en avril 2024 sur le fauteuil de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, c'est un futur immortel que nous accueillons. C'est assez rare, clairement. Donc, nous allons pouvoir bénéficier de ces réflexions aujourd'hui ici, issues de son dernier livre, qui est L'homme augmenté, futur de nos cerveaux, où il explore les dernières avancées technologiques, mais aussi scientifiques, qui transforment, je pense, la compréhension du cerveau humain, et il pose les questions des défis éthiques, des liens avec la dépendance et les dépendances éventuelles avec les évolutions technologiques. Donc voilà, la parole est à vous, un immortel qui nous présente L'homme augmenté. On a de la chance. Merci beaucoup pour votre invitation. Moi, je suis toujours ravi de revenir à la Pitié-Salpêtrière parce que j'ai été étudiant en médecine ici. Et d'ailleurs, toujours, la mémoire est ainsi faite que les lieux ont un effet immédiat. Donc, être dans cet amphithéâtre où j'étais assis a un effet immédiat. Et donc, je suis ravi d'être ici à la Pitié-Salpêtrière, même si j'appartiens à l'université d'en face, qui est l'université Paris-Cité. Et Bruno Rioux m'a demandé de parler des enjeux des rapports, la compétition peut-être, l'affrontement peut-être, entre l'homme et l'intelligence artificielle, entre l'homme et la machine. Mon propos étant de considérer, je réponds d'emblée à la question que je pose en sous-titre, qu'il s'agit bien davantage d'une question d'hybridation que d'affrontement. Il y aura des effets de compétition, bien sûr, mais je crois que les enjeux sont beaucoup plus du côté de l'hybridation, pour le meilleur et pour le pire. Et je vais essayer de vous montrer en quoi peut consister cette hybridation et à quoi elle fait référence. Au fond, d'ailleurs, la réponse type à l'intelligence artificielle, je ne vais pas beaucoup en parler, vous allez voir qu'in fine, je vais en reparler, mais mon propos n'est pas un propos sur l'intelligence artificielle. La réponse à la puissance de l'intelligence artificielle, la réponse à la potentielle submersion par l'intelligence artificielle, c'est justement l'augmentation par cette hybridation. Et c'est typiquement le propos tenu par cet individu, Elon Musk, dont on entend beaucoup parler depuis longtemps, mais encore plus ces dernières semaines et ces derniers mois dans le contexte des élections américaines, du fait notamment de cette initiative qui est la création de cette start-up, qui n'est plus une start-up, puisqu'elle a réuni un peu plus de 300 millions à l'heure actuelle, qui s'appelle Neuralink, qui vise à implanter dans le cerveau humain ce qu'on appelle de façon pas tout à fait adaptée des puces, mais en fait de quoi faire communiquer directement le cerveau avec l'ordinateur. Le propos d'Elon Musk étant d'un propos très clair, on peut lui reconnaître au moins d'expliciter son projet, son propos étant de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'enjeu est un enjeu d'hybridation, lui le disant de façon assez radicale, devant l'augmentation spectaculaire de la puissance de l'intelligence artificielle, notre seule chance serait cette hybridation, cette réunion avec l'intelligence artificielle, cette union entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour faire face à la puissance de l'intelligence artificielle. Donc sa perspective est clairement celle de l'augmentation de l'homme par son union avec l'intelligence artificielle et au cœur de ce qui fait notre intelligence, c'est-à-dire le cerveau de l'Homo sapiens que nous sommes. Et vous avez probablement, sur les derniers mois, vu ces vidéos qui sont diffusées non dans des journaux scientifiques, mais dans le réseau social dont il a fait l'acquisition,
Twitter, devenu X. Je vais vous en montrer une. La voilà. C'est un petit singe implanté que vous devez voir là. Oui, c'est parfait, vous le voyez, qui va jouer un jeu vidéo auquel même les plus récalcitrants d'entre vous aux jeux vidéo ont probablement joué ou presque joué, qui consiste à renvoyer avec une sorte de raquette électronique une balle. Alors, dans un premier temps, il s'agit de faire converger la balle vers la raquette. Puis ensuite, ça sera la balle vers la raquette, l'enjeu étant de renvoyer la balle. Et donc, vous voyez ce petit singe qui s'entraîne, donc il modifie la position de la balle à ce stade de l'apprentissage avec le joystick. S'il a dans la bouche, c'est juste de quoi lui distribuer du jus d'orange, sinon il ne fait rien, c'est comme nous, sans récompense. Et donc, il s'entraîne progressivement et il progresse comme toute personne dans cet apprentissage. La particularité, c'est que dans son cerveau, il y a un implant, alors on dit parfois puce, mais ce n'est pas une puce, hein, c'est un implant constitué lui-même de milliers de microélectrodes dans la surface corticale qui va enregistrer l'activité, soit prémotrice, soit motrice, et qui va faire correspondre cette activité à l'enregistrement de la commande motrice. Ce faisant, il devient possible, donc vous voyez les décharges des neurones correspondants mesurées par ces microélectrones sur cette puce entre guillemets, le but étant progressivement, si vous ne m'entendez pas bien, dites-moi, hein, le but étant progressivement de se passer de la commande motrice en faisant correspondre directement l'enregistrement intracérébral à la commande motrice. Et donc, cette interface cerveau-machine a pour but de calculer ce qui permet dans l'activité cérébrale de déclencher tel mouvement, donc tel changement de position de la balle ou de la raquette. Et eh bien, il progresse, et donc vous le voyez progresser. Donc là, vous voyez qu'il va plus vite, vous voyez qu'il va beaucoup plus vite. Je ne sais pas si vous notez la différence par rapport à ce qu'il faisait tout à l'heure. Peut-être que les plus cliniciens d'entre vous, il y a peut-être une partition entre les cliniciens et les non-cliniciens ici, ont repéré quelque chose dans cette image qui est plus notable. Généralement, on ne le voit pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Non, l'armée, non. Marquez pas quelque chose qui est plus spectaculaire. Non, alors je vous le dis, c'est qu'en fait, le joystick est débranché. Donc on est déjà au stade où lui, le singe, pense commander les choses par le joystick, mais nous sommes déjà au moment où nous prenons le signal à sa source en nous passant de la commande périphérique, c'est-à-dire la modification de la position du joystick. Et puisque nous l'avons appris, lui aussi va petit à petit s'y faire, et donc vous allez voir que au bout d'un moment, on peut supprimer le joystick et on peut le laisser jouer tout seul des deux côtés du terrain, si je puis dire, comme si nous étions à Roland-Garros. Et donc le voilà qui déplace les deux joueurs, les raquettes en fait, des deux côtés par la pensée, sans avoir à bouger les pattes. Donc c'est évidemment en ayant le jus d'orange en récompense. Vous voyez que c'est très efficace, hein, il est très bon, il déplace les raquettes de façon efficace. Alors le but n'est pas de jouer à Pong comme ça, le but est évidemment ce qu'on peut en faire cliniquement. Et qu'est-ce qu'on peut en faire cliniquement ? On peut restaurer la motricité d'une personne qui est privée de sa commande motrice. Alors, on a beaucoup parlé d'Elon Musk et de ses implants, parce que c'est Elon Musk, parce que c'est 300 millions, et parce que quand il publie, il ne publie pas dans des revues, il publie sur X, et donc la diffusion est infiniment plus grande. La puissance de feu, de fait, est infiniment plus grande que celle des grandes équipes universitaires. Cela étant, en fait, les grandes équipes universitaires ont fait à peu près la même chose de longue date. Hein. Là, vous voyez des références scientifiques, Nature 2006, Nature 2012. Voilà une patiente tétraplégique. Donc on voit bien qu'elle est tétraplégique avec les rétractions, etc. Et cette patiente a exactement le même dispositif, enfin pas exactement, mais le principe est le même. Donc un implant, l'enregistrement de l'activité de cet implant, et elle apprend par essai-erreur à commander un bras mécanique. Vous voyez ce bras mécanique ici, par la pensée.
Vous voyez qu'elle ne peut pas bouger ses membres, elle est tétraplégique. Et elle va progressivement réussir à mobiliser ce bras mécanique par la pensée, par essai-erreur en fait. On appelle ça classiquement du neurofeedback, sauf que là, il s'agit de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Là, vous avez les commentaires le type de signal qui est utilisé, mais peu importe, le type de dispositif enregistré, le responsable de la recherche. On voit que ça progresse. Et puis là, vous voyez le comble du succès aux États-Unis, c'est donc pouvoir boire une canette de coca ou presque à la paille. Et vous voyez quand même la finesse de la commande, qui est une appréhension. Il s'agit vraiment de prendre cette canette ou cette petite gourde et de la porter à la bouche. Et vous voyez que le neurologue qui fait les commentaires est tout à fait content, l'ingénieur derrière aussi. C'est remarquable. Je vous montre ça parce que c'est remarquable, mais je vous le montre aussi pour que vous sachiez que nous n'avons donc pas attendu Elon Musk pour réussir ce type de prouesse, en l'occurrence c'est à Stanford. Je vous montre un autre exemple qui, moi, me frappe beaucoup, qui est celui de ce patient chez lequel on restaure la capacité à écrire par la pensée. Donc là, on voit bien ce type d'implant. Vous voyez les microélectrodes dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, la Neuralink, il y en a jusqu'à 4000 par plot, comme ça. Et donc, ce qu'on va restaurer là chez ce patient, c'est l'écriture. Ce qui est assez touchant, c'est qu'il va écrire en imaginant des lettres. Les lettres que vous voyez là n'existent pas. Ce sont les lettres qu'il pense. Et l'ordinateur convertit cette pensée des lettres en lettres, effectivement. Et vous le voyez écrire à une vitesse assez importante. C'est 20 mots par minute. Ça correspond au plus lent d'entre vous avec un smartphone. C'est loin derrière un teenager, mais c'est pas mal. Et puis vous voyez que c'est une étude américaine, Ask not what your country can do for you. À l'évidence, c'est américain. Et donc là aussi, vous voyez, c'est une étude publiée dans Nature en 2021. Donc tout ça, c'est avant Neuralink, Elon Musk. Et si je poursuis un peu, d'ailleurs, en matière d'implantation, il se trouve qu'en France, on est très bon dans le registre de l'implantation intracérébrale parce que nous avons un grand neurochirurgien grenoblois, Alim Benhabib, qui a inventé une méthode de traitement de certains patients qui consiste à mettre des électrodes, alors en l'occurrence avec seulement certains plots, et pour stimuler certaines régions cérébrales. Vous le voyez ici, ces électrodes en radiographie standard qui descendent dans les noyaux gris centraux. Ici, en scanographie, ici, les cibles reconstruites, un noyau sous-thalamique. Donc, les électrodes descendent comme ça dans les structures sous-corticales. L'alimentation court le long du crâne, et ça, c'est la pile qui est généralement en suclavier. Et ça permet de soigner quoi? Ça permet de soigner la maladie de Parkinson, par exemple. Et alors, je vous montre parce que souvent, on n'a pas vu ces représentations. Donc là, vous voyez un patient qui a une maladie de Parkinson typique, avec ce tremblement à 3 Hertz, on égrène un chapelet, l'hypomimique est marquée, la perte du clignement des yeux, etc., etc. Là, il a le dispositif qui permet de commander la pile en suclavier. Là, vous voyez les gros doigts du neurologue qui est en train d'allumer le dispositif. Donc, ça y est, il l'a allumé. Et vous allez voir, en l'espace de quelques secondes, l'efficacité de l'administration de ce courant dans ces structures sous-corticales avec l'arrêt du tremblement. Vous voyez même le visage qui se recolore, et puis la restauration de la motricité fine. Vous voyez typiquement ce qui est altéré dans l'hypodopaminergie sur la voie nigrostriée. Et donc la grande efficacité de ce type de traitement. Donc là, pour le coup, on n'est même pas dans le patient unique. On peut considérer, alors c'est pas si facile à estimer, mais on doit être entre 100 et 200 000 patients qui ont été traités dans le monde par ce type de stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson. Donc c'est pas de la recherche, c'est de la pratique de soins courante aujourd'hui. Et je vous montre cela pour que nous puissions resituer la démarche d'Elon Musk en n'en faisant pas quelque chose d'absolument exceptionnel, mais rejoignant une démarche clinique de soins au quotidien, y compris d'ailleurs celle qui a été inventée en France par Alim Benhabib, qui lui a valu d'ailleurs le prix Lasker, l'antichambre du prix Nobel. Sauf que là, il s'agit de soins.
et pas d'augmentation. Alors que je vous ai dit que le but d'Elon Musk, c'est l'augmentation. Cela étant, dans l'exercice de la médecine, établir la frontière entre réparer et augmenter, c'est jamais facile. C'est vraiment jamais facile. Il y a plein de situations, de dilemmes qui s'imposent à chacun dans tous les exercices de la médecine, je pense, pour lesquels il est difficile d'établir la limite. Si on prend un exemple d'intervention chirurgicale lourde qui est la transplantation cardiaque, prenons ce récit qui est un beau récit, celui de la romancière Maëlys de Kerangal, dans ce film qui dit bien qu'on est du côté de dans ce film, dans ce livre avant tout, qui dit bien ce dont il est question, réparer les vivants. Eh bien, l'héroïne Claire a 51 ans, dans mon souvenir, et elle va bénéficier du cœur de Simon, 17 ans, qui meurt tragiquement d'un accident de la route en revenant d'une séance de surf. Donc elle a littéralement le cœur d'un jeune homme. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le cœur d'un jeune homme à 51 ans? Alors évidemment, avec un traitement immunosuppresseur, etc. Mais elle est forcément mieux qu'elle était avant quand elle était en insuffisance cardiaque. Mais à quel point est-elle mieux avec le cœur d'un jeune homme? Vous voyez que, je prends juste l'exemple de la chirurgie cardiaque ici, c'est pas si facile d'établir la frontière entre la réparation et l'augmentation. Dans mon propre champ, celui de la psychiatrie, c'est pas facile non plus, et on se pose souvent la question dans la prescription des psychotropes, est-ce qu'on répare, est-ce qu'on soigne seulement, est-ce qu'on corrige une pathologie, un épisode dépressif caractérisé par exemple, ou est-ce qu'on améliore le fonctionnement? Et il y a de bonnes raisons de penser que chez certains patients, on améliore le fonctionnement, ce qui a été porté par des livres qui ont eu un grand retentissement. Ce livre notamment, Better Than Well, qui dit bien l'objectif, être encore mieux que bien, et qui était préfacé d'ailleurs par un psychiatre qui avait fait beaucoup parler de lui, Peter Kramer, autour d'un best-seller, mais d'un gigantesque best-seller qui s'appelait Listening to Prozac, qui est un excellent livre sur la prescription des antidépresseurs. Et ça montrait quoi? Ça montrait en gros que au-delà de l'effet antidépresseur, cette intervention sérotoninergique avait des effets. Alors c'est mesuré, par exemple, ce papier est très bien fait, c'est pas une grande revue, Brain Research, mais il est vraiment très bien fait. On prend une colonie de singes, des cousins de celui que vous avez vu tout à l'heure, et on prend certains singes chez lesquels on donne une molécule qui augmente l'agressivité, je détaille pas, une autre qui a cet effet d'hypersérotonergie, typiquement de la fluoxétine, du Prozac. Et on fait challenge, déchallenge, rechallenge. Donc l'étude est bien faite. Et ce qui est montré, c'est que c'est pas l'agressivité qui permet de monter dans la hiérarchie sociale, c'est plutôt les molécules pro-sérotoninergiques avec des petits singes qui montent dans la hiérarchie sociale, puis on arrête le traitement, ils redescendent, puis on le reprend, ils remontent dans la hiérarchie sociale. Et en fait, si on devait considérer quelque chose du point de vue phénoménologique qui décrit leur comportement sous l'effet de ces molécules sérotoninergiques, ce serait quelque chose de l'ordre de la force tranquille. Et c'est cette force tranquille qui leur confère cette possible dominance sociale. Autrement dit, quand je prescris un traitement antidépresseur, je le prescris à quelqu'un classiquement qui est déprimé, donc pour un épisode dépressif caractérisé que je considère comme une fracture de jambe, mais il se peut qu'en plus de la correction de cet épisode dépressif caractérisé, j'induise des modifications de fonctionnement, de personnalité en fait, qui vont au-delà de la correction, donc de la réparation, et qui sont du côté de l'augmentation, à tel point d'ailleurs qu'il n'est pas toujours facile d'arrêter ce traitement, pas pour des enjeux d'effet de sevrage, mais parce que le fonctionnement est meilleur sous traitement antidépresseur que sans traitement antidépresseur. J'ai pris l'exemple des traitements antidépresseurs, mais c'est encore plus caractéristique avec les psychostimulants. Vous savez qu'il y a un usage détourné des psychostimulants. Je parle par exemple du méthylphénidate, la Ritaline. Et puis vous en avez plein de représentations cinématographiques qui ne valent pas grand-chose à part les acteurs principaux, Bradley Cooper dans Limitless et Scarlett Johansson dans Lucy. Ce sont des très mauvais films, mais les acteurs valent le détour. Et la problématique du psychostimulant étant que on finit toujours par le payer à un moment donné, suivant l'aphorisme classique en psychiatrie, après la défaite, ou l'effet Icare qui se retrouve ici dans ce tableau de Bruegel.
Donc, réparer, augmenter, limite pas facile à établir. Et dans le champ de l'effet sur le cerveau, nous avions déjà l'enjeu des psychotropes, mais là, on démultiplie le potentiel. On démultiplie le potentiel parce qu'on agit avec des interfaces cerveau-machine qui vont nous permettre, comme vous l'avez vu, par exemple, de restaurer la capacité de commande motrice, mais aussi, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, de corriger tous les petits défauts de concentration d'un individu. Ça se comporte comme une sorte d'onduleur qui corrige les défauts de courant sur votre prise électrique et qui font que en permanence, on mesure une variable donnée qui correspond à une sorte de tension, schématiquement, dans les capacités de concentration. Et dès qu'elle baisse, elle est corrigée par un ajout dans cette stimulation qui maintient la tension constante. Évidemment, vous voyez les bénéfices que ça peut avoir, l'intérêt que ça donne, le financement d'ailleurs par beaucoup les militaires aux États-Unis, la DARPA, puisque ça intéresse beaucoup que d'avoir des individus dont la tension est soutenue, constante, sans défaut, du fait de ces techniques invasives ou non invasives. Je vous ai montré des méthodes très invasives, mais il en existe des non invasives ou moins invasives que nous pouvons utiliser sans entrer dans la boîte crânienne. Donc, je récapitule au moment où j'en suis. L'enjeu n'est pas celui de l'affrontement, mais celui de l'hybridation. C'est une vieille histoire que cette hybridation est une pratique courante dans certaines pathologies. Je vous ai montré l'exemple de la maladie de Parkinson parce que c'est le plus parlant et que c'est beaucoup plus rapide pour vous de voir, j'ai peu de temps, la correction d'un trouble moteur, mais j'aurais pu vous montrer la correction d'un trouble obsessionnel compulsif sévère. Ça prendrait simplement 10 minutes de vidéo pour que vous compreniez les effets, mais nous en implantons beaucoup. À Sainte-Anne, nous sommes maintenant le premier centre implanteur européen pour ce type de psychochirurgie fonctionnelle psychiatrique. Donc c'est possible en psychiatrie pour des pathologies sévères. Et c'est possible non seulement de réparer, mais d'augmenter. Et vers quoi allons-nous avec ce type d'augmentation? C'est-à-dire le projet d'Elon Musk. Mon propos de mon côté, en tout cas ma démarche de mon côté, n'étant pas celle de l'augmentation, moi je suis soignant et là pour soigner des patients, mais je sais très bien que les techniques sur lesquelles je travaille seront utilisées par d'autres pour augmenter, comme Elon Musk veut le faire, plutôt que pour soigner. Je ne me fais aucune illusion sur le fait qu'elles seront utilisées de cette façon, et même plus vite utilisées de cette façon que pour soigner, et qu'aucun moratoire, aucune démarche visant à le ralentir ne sera efficace en la matière. Puisque ça va advenir, quelles en seront les conséquences? Je suis partisan d'être très pragmatique. Quelles en seront les conséquences? On arrive là à la question des conséquences de cette modalité d'augmentation, de cette humanité augmentée, cette nouvelle condition humaine, ce qu'on pourrait appeler ce silicone syndrome, qui nous décrit comme hybridé. Première conséquence, eh bien, il faut comprendre que quand on implante dans le cerveau, on implante à un endroit donné. Alors ça, il faut être vraiment précis sur ce point. Autant tout ce que je vais vous montrer là ne relève plus de la science-fiction, autant persiste une idée qui relève de la science-fiction, selon laquelle quand je suis dans le cerveau, j'accède à l'ensemble du cerveau. Là, il y a vraiment une idée qui relève de la science-fiction, selon laquelle une fois que je suis dans le cerveau, j'accède à l'ensemble du cerveau. Et elle s'exerce aussi bien pour ce qui est de l'augmentation. Si j'accède à quelque part dans le cerveau, j'accède à l'ensemble du cerveau, qu'en sens inverse, d'ailleurs, dans le fantasme de la digitalisation de l'esprit, si je suis dans le cerveau, je pourrais aspirer l'ensemble de son contenu, avoir l'ensemble, l'effet miroir dans un disque dur, comme si mon implant à un endroit donné me donnait accès à l'ensemble du cerveau. Or, ce cerveau, c'est quoi? C'est un organe d'1,4 kg, de 85 milliards de neurones, d'un signal extrêmement complexe, de sorte que quand je mets un implant ici, je n'enregistre pas du tout, mais pas du tout, l'activité ici à 10 ou 20 cm, mais pas du tout. Et donc,
quand je mets un implant ici et que j'augmente une fonction correspondant au lieu de l'implantation, je n'augmente pas les autres fonctions qui correspondent à des modules cérébraux, des processeurs cérébraux qui sont à distance. Et donc la conséquence de l'implantation, c'est que je ne peux augmenter l'homme que dans certaines dimensions. Je ne peux pas l'augmenter globalement. Et ça, il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir parce que c'est une rupture de notre perception de l'homme selon laquelle l'homme respecte une forme d'harmonie. Ici, c'est l'harmonie physique, celle dessinée par Léonard de Vinci dans Cet homme de Vitruve, mais nous avons hérité de cette représentation de la Renaissance l'idée que il existe dans le corps de l'homme et plus encore dans le fonctionnement de son cerveau, dans ses capacités psychiques, une forme d'harmonie. D'ailleurs, quand nous élevons nos enfants, nous faisons en sorte qu'ils aient des capacités, des facultés qui soient à peu près équilibrées dans tous les champs et non pas que cet enfant soit un crack en maths et en même temps un analphabète. Si toutefois il est possible d'être un crack en maths en étant un analphabète. Or, quand nous augmentons par des implants, nous augmentons spécifiquement, de façon exquise, je pourrais dire, telle ou telle compétence. Et donc, nous faisons des êtres humains qui sont disharmoniques, c'est-à-dire qui ont des compétences précises et pas une augmentation globale de l'ensemble de leurs compétences. Et ça, c'est vraiment une rupture dans notre représentation de ce qu'est l'être humain. Qui plus est, ça pose de sérieuses questions quant à la façon dont on peut faire fonctionner en société, en groupe en tout cas, ces êtres humains augmentés qui sont en quelque sorte hérissés d'hypercompétences, chacun spécifiquement, qui ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Pas si simple de les faire fonctionner ensemble. On parle toujours en management de gestion des talents, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais en tout cas là, manifestement, il s'agit de faire fonctionner ensemble des individus qui ont des hypercompétences qui sont différentes d'un individu à l'autre. Ça ne sera pas facile. Donc première conséquence, rupture de l'harmonie du fonctionnement de l'homme qu'impose la mécanique cérébrale et le site d'implantation de ces interfaces cerveau-machine. Deuxième conséquence, qui est beaucoup plus sérieuse encore, à laquelle il faut réfléchir beaucoup plus profondément, c'est que ce cerveau, qui est un organe magnifique et fascinant, il a ses propres limites et qu'il s'agit là de l'augmenter. Alors, quelles sont ces limites ? Moi, j'aime beaucoup cette étude, qui est probablement la plus belle dans ce champ, mais il en existe d'autres amenant à ce type de résultats. Une étude de chercheurs israéliens qui a comparé le codage de l'information chez le primate humain à droite versus le primate non humain, le petit singe de tout à l'heure, à gauche. Et elle l'a comparé dans des régions cérébrales similaires, c'est-à-dire cortex amygdale, donc des régions limbiques versus cortex, en l'occurrence d'allure préfrontale, mais ou équivalent, homme et singe. Et ce que repère, l'étude est très bien faite, elle est publiée dans ce qui, à mes yeux, est la meilleure revue scientifique, qui est Cell, bien meilleure que celle qu'on a vue tout à l'heure, Nature ou Science. En fait, si vous regardez un peu il y a d'excellents scientifiques ici, mais ne serait-ce qu'en nombre de figures, Cell, c'est en fait beaucoup plus solide comme revue. Donc je vais passer très vite, c'est l'abstract résumé ici que je vous montre, mais il est très bien fait. Ce que montre cette étude, c'est que le codage de l'information chez le singe, ici à gauche, il est répétitif, il a une forme de périodicité qui, pour le dire simplement, fait que si vous ratez un train de spike, de codage informationnel, c'est pas très grave parce qu'il est repris en fait. Et ça donne quoi ? Ça donne une forme de robustesse au signal. Parce que ce signal est répétitif. Si vous regardez le codage entre les mêmes régions cérébrales chez l'homme, ici, vous voyez qu'il est d'apparence beaucoup plus désorganisé. Pourquoi il est beaucoup plus désorganisé ? Parce qu'en fait, il est beaucoup plus complexe. Pourquoi il est plus complexe ? Parce qu'il est beaucoup plus informatif. Et en fait, chacun de ces petits pics
transporte une information dont la suppression a un effet majeur sur l'information transportée. Si je fais une comparaison, vous prenez les pages d'un livre et la page d'un livre et vous regroupez tous les mots et vous supprimez les espaces et puis vous supprimez une lettre et puis vous les séparez à nouveau, ces mots, en reprenant les espaces d'origine. Évidemment, ça ne veut plus rien dire, c'est du charabia, puisque vous n'avez plus respecté les entités que sont les mots par la simple suppression d'une lettre. Le simple décalage d'une lettre a changé tout le sens du message. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le codage cérébral. Si vous faites sauter ne serait-ce qu'un spike là, ou l'équivalent d'un spike, vous changez complètement l'information transmise. Alors, évidemment, nous transportons beaucoup plus d'informations entre ces régions cérébrales distantes. Donc, évidemment, il y a un gain d'informativité. Mais il y a une perte en rapport, il y a un choix, un trade-off, entre ce qui existait chez le singe, c'est-à-dire la robustesse, et ce dont nous bénéficions, l'informativité, de sorte que chez nous, le moindre raté se payera du fait que le signal est corrompu. En fait, il ne dit plus du tout la même chose. Et la moindre erreur, c'est quoi? C'est un groupe de neurones qui ne décharge pas au bon moment, c'est un micro-décalage lié à juste une petite disconnectivité sur le trajet qui sépare ici amygdale cérébrale et cortex, qui fait que le signal in fine n'est plus du tout le même. On peut le dire autrement, ça aboutit au fait qu'il est possible qu'il y ait des bugs. Et ces bugs, c'est une information qui est corrompue, qui n'est plus la bonne. Et si elle n'est plus la bonne, eh bien, elle fait naître des choses qui n'existent pas. Par exemple, elle fait percevoir que ce que produit mon cerveau vient en fait de l'extérieur, ou je pense que ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire l'expérience hallucinatoire. C'est d'ailleurs la façon dont on pense l'expérience hallucinatoire, c'est-à-dire, pour le dire de façon schématique, un léger défaut de synchronisation entre certaines régions cérébrales, notamment singulaires antérieures, et les régions auditives du cerveau. Il suffit qu'il y ait ce micro-décalage pour que vous vous mettiez à penser que ce n'est pas votre propre cerveau qui a produit cette pensée, cette petite voix intérieure que nous avons tous, et que vous faites l'expérience d'une hallucination. En fait, c'est une façon de vous dire que notre cerveau ne se supporte plus. Notre cerveau ne se supporte plus, il a des bugs, et ces bugs, c'est ceux dont nous faisons l'expérience collectivement sous la forme des troubles mentaux. Ce qui, d'ailleurs, nous donne enfin une réponse possible à ce mystère de l'incidence si élevée des troubles mentaux. Si je donne quelques chiffres, simplement, il y a quelques psychiatres dans la salle, je sais, la schizophrénie, c'est 1% de la population générale, un peu en dessous, 0,7%, le trouble bipolaire, c'est 2%, la dépression, c'est 1 personne sur 5 sur vie entière, le suicide, c'est 1 million de personnes par an, donner quelques chiffres, quelques maladies seulement, c'est-à-dire que c'est extrêmement fréquent. C'est relativement constant selon les latitudes, les longitudes, en tout cas d'un peuple à l'autre. Ça apparaît comme une caractéristique en fait des êtres humains et on a du mal à le comprendre en fait. Du point de vue darwinien, par exemple, le coût en termes de survie et de reproduction est tel qu'on n'arrive pas à comprendre et cette prévalence, cette incidence élevée et cette relative constance dans tous les peuples. Eh bien, l'une des façons de le comprendre, c'est que c'est le byproduct, c'est le prix à payer, en fait, de la puissance de notre cerveau. C'est-à-dire que ce que permet notre cerveau, ce codage, ce niveau de complexité informationnelle, se paye du fait que, dans une fraction des cas, il y a des fautes de codage, et ces fautes de codage conduisent à des symptômes qui sont ceux qui correspondent à ces troubles psychiatriques. Autrement dit, nous payons déjà un prix très élevé. Moi, je passe mes journées à cet exercice. Le pôle dont je suis responsable reçoit 12 000 patients par an, à soigner des personnes qui payent le prix pour l'ensemble des êtres humains de la puissance du cerveau de l'Homo sapiens.
Alors, partant de ce constat, qu'est-ce qui se passe si on augmente encore ce cerveau qui ne se supporte plus? Eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets sur la base d'un cerveau qui paye déjà le prix de sa puissance, c'est-à-dire qu'il ne suit déjà pas sa puissance, eh bien, on peut s'attendre à ce que cette augmentation se paye d'un prix qui ne soit pas seulement la disharmonie que j'évoquais tout à l'heure, mais une fréquence plus élevée encore des troubles mentaux. Autrement dit, l'augmentation de l'homme par l'hybridation cerveau-machine devrait se payer d'une épidémie de troubles mentaux à venir. Alors, je suis un psychiatre qui vous déprime en cette fin de journée. Et surtout, là, j'ai tenu un raisonnement, vous le suivez, j'espère, mais au-delà du raisonnement, il faut essayer de le conforter par des éléments qui puissent conforter cette hypothèse, puisque c'est une hypothèse. Alors, c'est très difficile parce qu'il faudrait considérer sur le temps long la fréquence des troubles mentaux. Le temps long, c'est les siècles, hein, voire les millénaires. Et évidemment, on n'a pas ça. Déjà, nos critères consensuels sur les troubles psychiatriques évoluent tout le temps, mais on n'a clairement pas le temps long qui nous permet d'évaluer cette évolution au cours du temps. Donc, on est vraiment le nez dans le guidon et on peut voir juste ce qui se passe à toute petite échelle. À toute petite échelle, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il se passe quand même quelque chose et que, par exemple, la dépression, les troubles anxieux, c'est évident qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui augmente. Avant le Covid, en gros de 2 points sur je vais dire la décennie quasiment précédente. Depuis, ça a encore augmenté de 3 points, donc on est à 5 points sur 12 ans. Et vous savez que cette augmentation, elle est surtout très marquée chez les jeunes, elle est vraiment très très marquée chez les jeunes, puisqu'on est passé de 11% à 21%. Entre les deux, il y a eu le Covid. Évidemment que le Covid a eu plein d'effets. Le virus lui-même, le confinement, la crise des représentations, toutes sortes de choses. Mais au-delà du Covid, vous voyez que finalement, il se passait des choses et que le Covid a probablement été révélateur plutôt que l'événement explicatif. Et ici, il y a des enseignants. Vous savez, la fragilité aujourd'hui de nos étudiants, sans qu'on sache d'ailleurs très bien comment faire avec cette fragilité. Il y a aussi une population qui nous intrigue, nous psychiatres, qui est celle des préadolescents. Les préadolescents, c'est les 8-12 ans. Dans la réflexion des psychiatres, 8-12 ans, c'est une période qui normalement ne pose pas de problème, sauf chez ceux qui ont des troubles neurodéveloppementaux existants avant et qui continuent à exprimer évidemment entre 8 et 12 ans. Il ne se passe pas grand-chose, et pour le dire aux parents parmi vous, classiquement 8-12 ans, c'est après les turbulences de la petite enfance et avant les tourments de l'adolescence, donc c'est un gamin modérément obsessionnel qui s'intéresse à l'histoire géo. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Il s'avère que ces 8-12 ans sont en souffrance, qu'on les voit arriver aux urgences suicidaires partout dans le monde. Hein, ça, c'est des données françaises, mais partout dans le monde. En rupture avec ce que nous savions de cette population, à tel point d'ailleurs que la psychanalyse la consacrait sous le terme de période de latence, hein, c'est-à-dire si on considérait qu'il ne se passait rien. Alors, on a quelques indices là de quelque chose qui se passe, mais je dis très prudemment, c'est le nez dans le guidon de 2 décennies, et donc avec grande prudence, parce que peut-être, après tout, c'est les perturbateurs endocriniens ou la Terre qui est en train de rôtir, et pas l'hypothèse que je formule, à laquelle je viens, que ce que nous voyons là, c'est les effets non de l'hybridation forte. J'appelle hybridation forte les interfaces cerveau-machine avec des implants cérébraux, mais notre hybridation faible, qui a quand même cru de façon spectaculaire. Là, je vous ai mis des données pré-Covid, 76, 2016,
où, bon, il y en a plein de ces données, hein, mais vous voyez évidemment l'explosion de la consommation Internet et réseaux sociaux quand ils sont apparus, et vous voyez en parallèle l'effondrement de la lecture. Ça, par exemple, ce truc qui s'effondre de façon spectaculaire entre 76 et maintenant, c'est en passant de 60% à 15%, c'est lié au moins un magazine ou un livre par jour. Donc, vous voyez un effondrement de certaines pratiques et une explosion d'autres pratiques. C'est pour vous dire qu'en fait, notre situation actuelle, je vous parle d'hybridation forte, c'est celle d'une hybridation faible, celle avec laquelle nous sommes tous, celle qui fait que certains ont dans leurs mains leur téléphone dit intelligent et que les autres n'auront pas pu s'empêcher d'y penser tout le long de cette présentation, parce que de fait, nous lui concédons beaucoup à cet objet et nous vivons déjà dans une situation d'hybridation dont peut-être nous observons déjà les effets, ce que j'annonce, l'épidémie à venir, là, ici, sur cette chose qui reste modérée à mes yeux, celle que j'appelle l'hybridation faible, c'est-à-dire ce rapport à un objet technologique externe et pas l'hybridation forte, c'est-à-dire l'implant intracérébral. Alors, une fois qu'on a considéré cela, et je redis tout à fait prudemment que peut-être avons-nous quelques arguments là, mais peut-être s'agit-il, je l'ai dit de façon provocatrice, des perturbateurs endocriniens, peut-être sur d'autres hypothèses. Je suis de ceux qui pensent qu'il se passe quand même quelque chose dans notre rapport avec les technologies. Quelle peut être l'attitude ? Il y a deux attitudes essentiellement. Il y a celle qui consiste à dire « c'est épouvantable, revenons au temps jadis », et soyons les Francis Cabrel du rapport aux technologies. C'est ceux de gauche, là, voilà, avec des gens très bien d'ailleurs. Feu Daniel Cohen, qui a été un grand homme. J'ai suivi les cours d'économie à Normal Sup. Patino, le président d'Arte, qui est très bien. Down Police, c'est un livre remarquable. Bon, vous voyez ce type de livre qui dit c'est épouvantable, il faudrait revenir au temps d'avant, comme si c'était possible. Et puis vous avez de l'autre côté les turiféraires qui vous disent non, c'est formidable, les grands optimistes. Un poil malhonnête de feu mon confrère Michel Serres, Petite Poussette, ou bien de ce triomphe éditorial qui est le livre Le Triomphe des Lumières de Steven Pinker, qui vous décrit le progrès, l'avènement des Lumières, et tout ça est magnifique, et tout ça n'est que progrès. Donc le conflit entre les contempteurs et les zélotes, évidemment, la solution, à mes yeux, n'est pas là. Alors moi, dans mon exercice, vous l'avez rappelé, je suis universitaire, donc je soigne avant tout et j'anime de la recherche. Et mon premier réflexe, c'est de me dire, ces technologies d'hybridation cerveau-machine, il faut d'abord et avant tout les utiliser pour soigner. Avant tout pour soigner. Puisqu'en plus, je considère qu'en les utilisant pour augmenter, elles augmenteront encore la fréquence des troubles mentaux qu'il faut soigner. Donc, il faut encore accélérer la recherche pour soigner. Donc, c'est ce à quoi on s'est attelé. Et donc, à Sainte-Anne, dans la suite des assises de la santé mentale et la psychiatrie en 2021, notre président de la République avait annoncé, non pas cette fois une dissolution, mais la constitution d'un institut, qui est l'Institut de neuromodulation, que nous avons créé à Sainte-Anne, dans le pôle dont je suis responsable, qui est une petite structure, une sorte de gros RHU, petit IHU, puisqu'il dispose d'un financement d'une vingtaine de millions et dont l'objectif est vraiment de développer ces technologies. Et de fait, je vous ai dit, on est déjà les premiers implanteurs européens aujourd'hui avisés de soins dans les pathologies psychiatriques. Donc, première réponse, mobiliser ces technologies pour le soin plutôt que pour l'augmentation. Et évidemment, ici, au sein de l'Institut du cerveau, énormément se fait et heureusement qu'il existe des structures ayant la puissance de l'Institut du cerveau pour que ce type de recherche puisse progresser. Deuxième modalité de réflexion, je vais m'arrêter très vite, c'est de penser à ce qui pourrait dans l'histoire nous permettre d'inscrire cette modalité d'hybridation dans quelque chose qui s'est déjà passé en fait. Alors j'aime beaucoup ce papier
qui s'intéresse à l'effet Google. C'est un papier de psychologie sociale expérimentale. Parfois, la psychologie peut faire de la vraie science et qui consiste à faire jouer les étudiants dans un amphi comme celui-ci à un jeu type Trivial Poursuite. Ils répondent à des questions difficiles du type est-ce que l'œil de l'autruche est plus grand ou plus petit que son cerveau? Ils répondent sur un ordinateur. Et à la fin de l'ensemble des questions, on dit à la moitié d'entre eux, c'est randomisé, le fichier sur lequel vous avez enregistré les bonnes réponses est supprimé. Puis on leur fait faire autre chose, du calcul mental, etc. Tout ça fait partie d'un grand test. Après 2-3 heures d'autre chose, on teste leur performance mnésique. En fait, on teste leur performance sur le Trivial Poursuite qu'ils avaient fait initialement. Quel est le résultat? Eh bien, on constate que ceux pour lesquels on a annoncé la suppression du fichier ont de meilleures performances que ceux pour lesquels on n'a pas annoncé la suppression du fichier. Ou, dit inversement, ceux qui savent qu'il existe dans l'ordinateur un fichier avec les réponses ont de moins bonnes performances au Trivial Poursuite. On va le dire autrement, si vous savez qu'il existe dans votre ordinateur un fichier avec les réponses, eh bien, votre mémoire se dégrade plus vite. Et donc, ça avait déclenché toutes sortes de commentaires dans ce papier publié dans Science, du Google Effect. Si c'est déposé quelque part en informatique, eh bien, vous perdez la mémoire. Moi, quand j'ai lu ce papier, ma mémoire est ainsi faite que ça m'a fait penser à un mythe qui est très important, qui est le mythe de Thoth. Ça va peut-être vous rappeler vos cours de philosophie. Le mythe de Thoth, Thoth, c'est le dieu scribe. Thoth, en fait, c'est un dieu égyptien qui invente entre autres l'écriture. C'est raconté dans le Phèdre de Platon. Et Thoth est très content de son invention et il vient voir le pharaon Tammuz pour lui dire que grâce à son invention, il le dit dans ces termes, hein, chaque homme sera augmenté de la mémoire de tous les autres. On comprend, hein, chaque homme est augmenté de la mémoire déposée par les autres par l'écriture. Et donc, chaque homme est augmenté de la mémoire de tous les autres. Et Tammuz, qui est un pharaon, peut-être pas pour rien, lui répond de façon très intelligente, « Tu te trompes, ton invention ne fera qu'affaiblir les hommes, puisqu'ils n'auront plus besoin de se souvenir. » Et vous reconnaissez dans la critique de Tammuz exactement la critique qui est faite de l'étude de Sparrow, l'effet Google. À partir du moment où c'est déposé quelque part, ça affaiblit la mémoire. Donc, vous avez dans la critique de l'écriture exactement la critique qui peut être faite de la technologie comme quelque chose qui, en externalisant les connaissances, affaiblit l'homme. Ce qui m'amène, moi, à penser, en fait, que je vous parle depuis le début d'hybridation. J'ai financé en parlant d'hybridation forte, d'hybridation faible, mais en fait, notre grande hybridation, c'est l'avènement de l'écriture. Ça n'a pas été rien comme invention. Il y a quelques milliers d'années que cette invention de l'écriture, ça nous a fait passer de la préhistoire à l'histoire, puisqu'on peut désormais la raconter. Et au fond, le mécanisme suppose le même phénomène d'externalisation, déposer hors de soi son savoir, et de réinternalisation, d'incorporation, d'hybridation, en fait, par la lecture, comme celui de la technologie. D'ailleurs, je vous ai parlé de plein d'effets secondaires de l'hybridation technologique, mais la lecture a plein d'effets secondaires. Don Quichotte finit par se battre avec des moulins à vent, Emma Bovary par se suicider, et j'aime beaucoup l'expression des maladies textuellement transmissibles de Daniel Pennac. Donc, c'est pas rien non plus comme aventure que cette hybridation, mais dans l'ensemble, nous pouvons reconnaître que ça a été une grande réussite à l'échelle de l'humanité. Ça a été une puissante transformation de l'humanité que cette invention de l'écriture, cette grande hybridation. Alors, est-ce qu'on a des arguments qui puissent conforter encore cette puissance? Il se trouve, et je reviens à l'IA, qu'il y en a un, eh bien, c'est que le triomphe de l'IA que nous utilisons actuellement, vient de la lecture. C'est quoi une IA générative? C'est un modèle imitant nos neurones, c'est un modèle connexionniste, mais encore faut-il le rendre intelligent, c'est-à-dire l'éduquer. Et comment le rendre intelligent? Eh bien, c'est en le faisant lire.
Et ça, on n'en a pas pris la mesure encore, et c'est curieux qu'on ne le commande pas davantage, mais au 3e millénaire, pour rendre un réseau de neurones intelligent, c'est-à-dire quelque chose qui a été construit en imitant notre cerveau, enfin les couches superficielles de notre cerveau, eh ben, c'est pas en regardant des millions d'images, c'est en lisant des millions de pages. Et ça rend réellement intelligent. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a réellement une forme d'intelligence dans ces IA génératives. Le paradoxe étant qu'au moment où ces objets, ces intelligences artificielles deviennent intelligentes en lisant, nous ne regardons justement que des images. Et j'en viens à ma conclusion. Nous allons, et pour moi c'est une démarche que rien n'arrêtera, vers une augmentation de l'homme par hybridation cerveau-machine. Il faut trouver le moyen de limiter la casse en faisant bien davantage de recherches sur l'utilisation de ces technologies pour soigner, mais il faut aussi peut-être préparer nos cerveaux à cette hybridation technologique. Et pour ça, je forme l'hypothèse que nous pourrions nous y préparer en répétant la grande hybridation de l'humanité, celle qui a réussi, c'est-à-dire celle de l'avènement de l'écriture et la lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant l'hybridation technologique vient cette hybridation par la lecture dans ses modalités bien particulières, d'un rapport physique aux mots, d'une forme d'endurance. Il faut avoir du souffle. J'ai vu que la prochaine conférence, c'est pour faire un clin d'œil à Thomas Milowski, et sur le souffle. Mais il s'agit vraiment d'endurance, pas d'un tweet. Ça veut dire aussi être capable de se représenter l'autre. Et rien ne le fait mieux que la lecture. Du Je suis l'autre de Nerval à Je suis un autre de Rimbaud, où j'aime beaucoup le S'autruifier de Pessoa. Rien n'éduque mieux, aujourd'hui on parle d'éducation à l'empathie, que la lecture. Le but étant pas de devenir cultivé, le but étant de donner une forme à notre cerveau. En fait, cette définition qu'on prête notamment à Édouard Herriot, la culture, c'est ce qui reste dans l'esprit quand on a tout oublié, elle n'est pas tout à fait juste. C'est l'intelligence, c'est ce qui reste dans l'esprit quand on a tout oublié. C'est exactement ce qu'on voit avec une IA générative. Vous la faites traverser par des textes. Ce qui importe dans ChatGPT, c'est pas du tout les connaissances. D'ailleurs, elles finissent toujours par être fausses. C'est l'intelligence qu'il reste une fois que ça a été traversé par tous ces textes. Montaigne le disait de cette façon, j'aime mieux forger mon âme que la meubler. Et donc, j'ai l'espoir que nous puissions, mais encore faut-il s'en donner les moyens, limiter un peu de la casse à venir, mais il y en aura, ça j'en suis convaincu, en cultivant ce qui a réussi à l'échelle de l'humanité, notre hybridation par l'écriture et la lecture. Merci pour votre attention. Merci pour cette excellente balade, un peu déprimante sur la fin. Moi, j'ai juste une réflexion quant à... Non, c'est sur l'hybridation douce. L'hybridation douce, n'est-ce pas simplement, alors, n'est-ce pas, remise en cause, non, pas ça, mais une surstimulation liée à une augmentation des données qui arrivent, assez diffuses, sans justement augmentation des capacités de les traiter. Est-ce que c'est pas ce hiatus-là qui génère cette insatisfaction et ce problème? C'est possible, mais en fait, à chaque fois, c'était d'ailleurs une des belles réussites du livre de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive. À chaque fois qu'on a pensé libérer de la bande passante par l'augmentation des capacités, on s'est aperçu qu'en fait, on chargeait davantage la bande passante. Donc moi, je crois pas en fait au fait qu'on puisse augmenter les capacités de traitement de façon supérieure à l'augmentation du flux d'informations. Tout montre qu'en fait, à chaque fois, le flux d'informations est très supérieur à l'augmentation de la puissance de traitement. Alors, pour prolonger ce que vient de dire Alain, cette hybridation douce avec le temps que passent en particulier les plus jeunes devant leur smartphone, c'est parce que les informations qu'ils voient, qu'ils traitent, n'ont pas le moindre intérêt. On sait qu'un tiers, c'est où tu es. Des questions qui circulent par SMS, c'est où tu es, ce qui témoigne quand même, n'apporte pas grand-chose sur le plan intellectuel. Alors moi, j'ai un premier commentaire. C'est vrai que ce qui nous intéresse surtout, c'est réparer. On est médecin, on veut réparer. Mais le rapport coût-bénéfice a toujours été le plus important en médecine. Et c'est pas évident,
entre la réparation de ce qui est à l'évidence grave, le parkinsonien qu'on a vu tout à l'heure, c'est évident qu'il y gagne. Mais un petit Parkinson débutant, c'est pas évident. Donc comment régler cette question du rapport coût-bénéfice? Et puis alors une remarque à propos de l'article de celle que tu as cité, qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si tu as déjà lu, mais la première version de la loi était écrite sans espace, sans voyelles, et ça n'est qu'il a fallu un groupe de gens, des massorettes, qui ont vraiment travaillé comme des fous, et je ne sais pas comment ils y sont parvenus, pour intégrer une ponctuation, une cantillation et des voyelles quand c'était nécessaire. Est-ce que ça te rappelle l'expérience que tu as décrite dans celle? Est-ce que tu avais connaissance de ce point-là? En attendant d'autres questions, sur le rapport coût-bénéfice, oui, de toute façon, c'est toujours la réflexion d'un médecin, et donc ça, il faut toujours le maintenir. C'est dispositif invasif avec le risque hémorragique, le risque infectieux, toutes sortes de choses liées à même l'entretien de ces dispositifs. Donc ça doit être la réflexion qui prévaut en médecine, comme toujours. Avantage, inconvénient d'une stratégie, ça, je suis complètement d'accord. Ensuite, sur le reste, l'écriture, le décalage, la reconstitution du début, la fin d'un mot, etc. Oui, il y a plein de choses à dire. Évidemment, l'hébreu est une langue fascinante de ce point de vue, même d'ailleurs, même aujourd'hui, je veux dire, même postérieure aux transformations que vous décrivez, Serge. Je pense qu'il y a un certain nombre de langues qui sont pour ça fascinantes. Mais en fait, ça revient à dire à nouveau l'effet fascinant de la langue, du texte, du rapport au texte et des allers-retours dans le rapport au texte, ce qui est à mon avis exactement ce qui illustre, sans qu'on le dise jamais, la puissance de ces intelligences artificielles qu'on utilise aujourd'hui, celle des intelligences artificielles génératives. Et donc, avant d'aller plus dans le détail, telle langue plutôt que telle autre, telle propriété plutôt que telle autre, simplement, je reste sur l'image que j'ai montrée. C'est assez fascinant qu'au moment où nous constatons que ce qui rend intelligent une machine, c'est le texte, nous nous détournions du texte. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation particulièrement passionnante. J'avais deux questions de petite taille, si vous le permettez. La première, c'est vous recommander finalement la lecture. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette salle à passer un nombre incommensurable d'heures devant un ordinateur à lire des choses. Donc, est-ce que la lecture, on va dire, c'est toute lecture est intéressante? Est-ce que c'est certains types de lecture? Est-ce que c'est en fonction de la typologie de ce qu'on va lire, du support sur lequel on va lire? Et la deuxième petite question, c'est, je vous avais déjà entendu parler, mais en fait, c'était sous la forme d'un podcast. Et qui aussi, c'est une autre façon de partager de l'information. Donc, je voulais savoir, ce qu'on fait finalement avec la technologie est également de l'écouter. Je voulais savoir si vous aviez des éléments là-dessus à nous partager. Merci beaucoup. C'est d'excellentes questions. Je pense que la problématique, par exemple, si on va vers des mesures de recommandation, c'est que dans ce champ anthropologique, enfin vraiment de conception de l'homme, comme dans le champ de l'écologie, si on attend la démonstration de chacune des mesures choisies avant de l'adopter, par définition, c'est trop tard. Et donc, par exemple, je le dis ici, je suis un peu gêné parce que j'ai été l'élève de Stanislas Dehaene, mais la position du Conseil supérieur de l'éducation, qui est une position extrêmement scientifique, extrêmement prudente, qui dit est-ce qu'il y a des preuves ou il n'y a pas de preuves, à mon avis, elle est trop prudente. Elle est vraiment trop prudente. Elle attend la démonstration de... Et donc, elle aboutirait à des questions très précises comme les vôtres. Qu'est-ce qui a un effet, qu'est-ce qui n'a pas d'effet, etc. Évidemment, on a des données, on a quelques données. Par exemple, on peut regarder en matière de lecture, en matière de mémorisation en lecture, ce qui a été montré, je donne juste cet exemple, c'est qu'il y a une grande différence entre la lecture sur des supports dans lesquels le texte change de place versus la lecture sur des supports dans lesquels le texte ne change pas de place. En gros, c'est scroller versus liseuse. Et en fait, ce qui est montré, alors ça a été bien caractérisé, c'est que la capacité de rétention mnésique est bien meilleure s'il n'y a pas de modification des repères spatiaux. D'ailleurs, c'est bien meilleur sur une liseuse, en fait, que sur un iPhone où on scrolle. Donc, il y a des enjeux de rapport physique à l'information et à la disposition du texte.
Mais si on attend d'avoir démontré chacune de ces modalités et de dire finalement le texte entendu, c'est-à-dire la voix de la personne, a aussi tous ces effets, et je suis tout à fait d'accord, bien sûr, bien au-delà du podcast en question, en fait, on sera loin derrière. Donc, ma position est plutôt de dire que on a la démonstration au cours des siècles de l'efficacité d'un certain nombre de mesures qu'on peut appeler les humanités. Elles ont fabriqué des hommes et des femmes d'une intelligence et d'une culture, mais au-delà de la culture, d'une intelligence manifestement assez remarquable. Je pense qu'il faudrait s'en inspirer aujourd'hui, non pour refuser la technologie, mais pour s'y préparer. Donc ma position n'est pas technophobe du tout, mais elle consiste à dire qu'il faut renforcer puissamment ce rapport à une certaine culture pour naviguer un peu plus sereinement vers la technologie. Petite question par rapport au l'avenir des microélectrodes. En fait, les microélectrodes n'auront accès à peu près qu'à 50% du cortex cérébral, puisque tout le reste est dans les sillons, et c'est à peu près la moitié du cortex qui est dans les sillons. Donc, c'est une certaine inaccessibilité. Donc déjà, ça pose un premier problème. Le deuxième problème qui est corrélé, c'est que les grandes fonctionnalités cérébrales, au niveau cognitif notamment, sont organisées sous forme de réseau. Donc, du coup, où on arrive dans le réseau, est-ce qu'on est sûr de pouvoir vraiment être efficace? Comment choisir, en fait, l'endroit, la cible pour travailler sur ce réseau? Je prends l'exemple de la vision, où on a du cortex occipital, du pariétal pour le mouvement, du temporal pour la description, etc., etc. Et tous ces lobes, d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment, sont parfaitement synchronisés à la milliseconde, même peut-être encore mieux, pour que l'ensemble soit cohérent. Et on se dit tout d'un coup, avec 4000 électrodes regroupées sur 2,5 cm, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Oui, et comment ça marche? Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, j'aurais pu le dire de façon plus radicale. Le fantasme qui existe, selon lequel, une fois qu'on a le cerveau, on a accès à tout, consiste à penser que il y a un port USB dans le cerveau et qu'on peut s'y plugger. Et c'est à l'évidence pas le cas. Là, il persiste vraiment quelque chose. Et là-dessus, Elon Musk joue un jeu pas tout à fait honnête quant aux promesses faites, ça c'est certain. Il n'en demeure pas moins que ça permet quand même de faire des choses spectaculaires en matière de réparation et je pense aussi d'augmentation. Oui, vous avez beaucoup parlé de l'individu seul, mais les problèmes humains, c'est beaucoup des individus en relation avec les autres. J'imagine un bloc opératoire dysfonctionnel, un cockpit dysfonctionnel, ou bien le groupe rassemblé autour de Kennedy qui a imaginé l'invasion de Cuba et qui a complètement dysfonctionné. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on peut administrer un antidépresseur à l'ensemble du groupe pour espérer qu'il s'améliore, que se détache des leaders. Mais est-ce que vous pensez qu'à terme, il pourrait y avoir une hybridation douce pour non pas l'individu seul, mais l'individu en relation avec les autres? Par exemple, si quelqu'un est trop agressif dans un groupe, que son téléphone se mette à vibrer pour lui rappeler qu'il est trop agressif. Enfin, je dis n'importe quoi. Oui. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Je pense que on peut tout à fait imaginer ce type d'utilisation. C'est toujours plus simple de penser de façon atomisée comme ça sur l'individu plutôt que sur le groupe. Maintenant, dans le développement du quantified self, c'est-à-dire de ces objets qui mesurent des variables physiologiques et qui amènent à des feedbacks, c'est-à-dire des informations pertinentes ou non à la personne, il y a énormément de choses qui se développent et en psychiatrie, ça s'y prête tout à fait. Et aujourd'hui, même des objets connectés simples comme une montre connectée mesurent énormément de variables qui peuvent donner des informations en retour qui pourraient ne pas être éloignées de celles que vous évoquez sur le niveau de colère, le niveau de stress ou quelque chose de ce registre. Pour l'instant, c'est pas beaucoup pensé en termes de toute façon de groupe social et de cohésion sociale, comme beaucoup de ces projets qui sont très individualistes.
Mais je ne vois pas d'obstacle à les utiliser dans ce registre-là. De même d'ailleurs qu'il existe des drogues psychotropes qui ont des effets prosociaux marqués bien au-delà de la sérotonine que j'évoquais tout à l'heure et qui donnent lieu éventuellement à des utilisations dans certaines soirées. Merci beaucoup pour cette présentation très stimulante. Sur les apprentissages machines visant à traiter des pathologies motrices, c'est évident que les développements de type Neuralink ont un avenir certain. Il y a une source d'inquiétude, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on mélange intelligence artificielle et apprentissage profond. Et il y a une source de préoccupation, à mon sens, qui est, pour reprendre le parallèle que vous avez fait avec la lecture, le fait qu'aujourd'hui, l'IA générative va puiser dans des sources d'informations dont certaines sont totalement erronées. Et je ne parle pas seulement des fake news, je parle de tout ce qui se publie dans des revues complaisantes, par exemple. Et donc le problème que ça pose, à mon sens, c'est que l'intelligence artificielle va aller puiser dans des données erratiques sur lesquelles l'intelligence artificielle, à mon sens, pour l'instant, n'a pas de sens critique. Par exemple, quand on interroge ChatGPT pour demander des références bibliographiques, il invente des références qui sont totalement exotiques, qui n'existent pas. Du coup, dans une des définitions de l'intelligence, il y a l'aspect sens critique. Est-ce que l'intelligence artificielle générative est susceptible de développer des mécanismes correspondant à ce que le sens critique de l'esprit humain est capable de développer? Et est-ce que si elle ne le fait pas à terme, tout ça va s'autodétruire? C'est-à-dire qu'en fait, à force de générer de l'information à partir d'informations erronées, l'intelligence artificielle va s'autodétruire. Est-ce que ce n'est pas un risque potentiel? Alors ça fait beaucoup de questions, et ce d'autant que mon propos est plus sur l'hybridation. Mais je vais à nouveau y répondre par l'hybridation, c'est-à-dire que je pense que la question n'est pas tant sur la capacité de l'intelligence artificielle en soi, même s'il y a plein de questions passionnantes en la matière, mais sur la façon dont nous l'utilisons. C'est une autre hybridation. En fait, l'une des autres caractéristiques d'ailleurs de ces IA génératives, c'est qu'elles sont conversationnelles. Et l'enjeu, et un véritable apprentissage requis, c'est pas l'information, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la qualité du raisonnement de l'objet interrogé et surtout du raisonnement obtenu par l'interaction entre l'être humain et l'intelligence artificielle interrogée ainsi. C'est beaucoup plus ça qui est intéressant. C'est peu intéressant. Je pense que moi, j'utilise beaucoup ChatGPT, mais c'est en termes de bibliographie, c'est sans intérêt. En termes de connaissances précises, c'est sans intérêt. En termes de connaissances transversales, oui, c'est très puissant parce que c'est une capacité à être pas du tout en silo, c'est vrai. Donc, c'est une capacité de transversalité qui est impressionnante. Mais l'enjeu, il n'est pas du tout du côté des connaissances. Il est vraiment dans le raisonnement. Et donc aujourd'hui, si vous lui demandez comme tâche, comme tout robot, comme instruction, aller chercher des informations, bah oui, il utilise ce dont il a disposition, plus une maladie particulière qu'on appelle hallucination, mais qui techniquement, pour un psychiatre, est plutôt du registre de la confabulation, qui va peut-être pouvoir se corriger, même si c'est pas si simple dans le fond. Mais je pense que l'enjeu, il n'est pas tellement là en fait. Il est déjà dans les briques existantes de raisonnement et plus encore dans ce que cette implémentation du raisonnement obtenu à l'échelle de ChatGPT permet dans l'interaction avec l'être humain. C'est là qu'est vraiment la puissance. En fait, je vais le dire comme ça, si vous écrivez un article avec ChatGPT, oui, il peut vous écrire quelques paragraphes, biblio catastrophique, connaissances catastrophiques, mais pour l'essentiel, honnêtement, c'est puissant dans l'interaction sur le raisonnement même de l'écriture de l'article. C'est là que c'est puissant. Et donc là, vraiment, je pense qu'on est du côté de l'intelligence, même s'il ne critique pas la source biblio. Merci pour cette conférence passionnante. Alors moi, je suis chirurgien donc, et transplanteur, pour le coup. Mais cette hybridation dont vous parlez beaucoup d'implantatoire. Pour moi, l'implantatoire est souvent la réparation plutôt que l'augmentation, même si on pourrait bien sûr augmenter les capacités. Il y a un autre type qui m'intéresse d'augmentation comme chirurgien, c'est le chirurgien augmenté. C'est une sorte d'hybridation qui n'est pas implantatoire, mais qui est l'implantation d'outils modernes, justement, l'IA ou même de l'imagerie, qui augmente nos capacités sans nous implanter à être plus effectifs. C'est l'utilisation d'interfaces qui nous permettent de simuler
par exemple, des opérations avant, ou de rendre un homme transparent pour être plus précis et pour améliorer nos capacités. Donc vous parlez du retour de la lecture. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes aussi, finalement, d'hybridation ou d'augmentation par l'anticipation de l'expérience à vivre, de la simulation, du métaverse, etc., qui est une forme d'augmentation sans être implantatoire et d'hybridation finalement avec les nouvelles technologies. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord, mais même dans ce registre-là, encore faut-il savoir naviguer dans ce registre-là. Par exemple, moi, je fais partie de ceux, alors j'espère ne choquer personne ici, qui pensent que dans le développement de notre pédagogie, alors évidemment nos étudiants le demandent, mais on développe toutes sortes d'outils, de machins qui nous font dépenser dans nos facultés une énergie colossale. Parlons des écos par exemple, dont je vois vraiment pas la pertinence ni en termes d'apprentissage et encore moins en termes de classement. C'est vraiment carrément nul pour classer les étudiants. Alors que le rapport au texte, celui qui a amené simplement à organiser sa réponse dans un texte, dans une réponse, autrefois dans un oral, plus récemment dans une question à réponse ouverte et concise, c'était beaucoup plus structurant pour la pensée avant qu'on navigue dans un système en réalité mixte. Donc moi je suis pas du tout technophobe, au contraire je suis hyper technophile, mais je dis juste qu'il y a des étapes à hiérarchiser, organiser dans la temporalité, dans la chronologie d'accès à cette technologie. Et je sais pas s'il y a des étudiants ici, mais bon, en tout cas moi je suis frappé par le fait que, par exemple, le psychiatre que je suis constate que les observations des internes sont de plus en plus sans intérêt parce que de plus en plus sans structure. Et en même temps, comment leur reprocher ? Rien n'apprend à structurer une observation, mais rien. Et c'est pas les échos qui vont les apprendre. Et c'est pas la réalité mixte, non ? Donc oui, pour faire de la réalité mixte, évidemment, ça va changer la façon d'opérer, mais peut-être qu'il faut commencer par des choses de base qui font que un cerveau, ça s'infuse dans un certain nombre de connaissances dont il va pas rester grand-chose, si ce n'est l'essentiel. Et c'est ça à apprendre. Et d'ailleurs, là, je parle des étudiants en médecine, mais en amont, si on fait faire du latin à un enfant, c'est pas pour qu'il parle latin, en fait. C'est parce que son cerveau est une autre structure une fois qu'il a appris du latin. Il faut quand même se rappeler que c'est pas pour qu'il parle latin. Donc, c'est revenir simplement à des idées selon lesquelles un apprentissage a pour fonction de changer la conformation du cerveau. Comme un apprentissage, la lecture de texte, a changé la conformation d'un réseau de neurones que constitue le hardware de ChatGPT. Bonjour, ma question va être très pragmatique et appeler une réponse synthétique. J'ai pas très bien compris en fait pourquoi l'implantation de puces pourrait provoquer des maladies mentales, augmenter le taux de maladies mentales par rapport au défaut de synchronisation, notamment par rapport à la diapositive dont vous avez parlé. J'ai pas très bien compris l'explication avec l'encodage qui amène plus d'informations chez l'homme et le fait de surstimuler cette zone pourrait en fait créer une sorte d'écart, d'hétérogénéité dans la transduction des messages entre les différentes aires du cerveau. J'ai pas bien compris l'explication. Et est-ce que vous pourriez reformuler ? Je pense qu'on n'a plus le temps d'entrer dans le détail, donc je vais rester au propos à l'heuristique que j'ai utilisé. C'est de dire que la complexité du signal aboutit déjà à une forme de fragilité du signal. Le complexifier davantage augmente encore cette fragilité. C'était juste ça le raisonnement général. Maintenant, on peut rentrer dans le détail sur le fait que si j'ajoute une interface cerveau-machine ici et que j'augmente le signal ici, quelles conséquences ça a sur le cerveau. Typiquement, j'ai parlé des hallucinations, on peut en parler tout à l'heure plus précisément. Je crois que je n'aurai pas le temps de décrire plus précisément. Mais rester au propos, au raisonnement de fond qui est prix à payer de la puissance du cerveau. Eh bien, merci infiniment pour cette richesse et les échanges aussi. Donc,
on va pouvoir continuer autour du buffet. Voilà. Merci.